Bonjour à toutes et à tous, and welcome to this press conference with Ambassador Omar Sniber, the President of the UN Human Rights Council, who will tell you more about the upcoming 57th regular session of the Council starting this coming Monday. It's a busy session with full 5 weeks of meetings, over 50 thematic issues, over 50 country situations to be discussed. This will be the third and the last regular session that Ambassador Sniber will preside over this year, as you know, before he will report to the General Assembly in New York next month. But in addition to the program of work and all the events that will take place during this session, I think Ambassador Sniber will seize this opportunity also to present how the priorities that he laid out at the beginning of his presidency have evolved, and especially after the last presidential high-level discussion that he held yesterday on the impact of new technology, artificial intelligence, on the human rights of all. But without further ado, I'll give the floor to Ambassador Sniber. Thank you very much, dear Mr. Pascal, for you and for all your team having prepared this important gathering with the representative of the press here in Geneva. I'm so happy to be with you this afternoon again, as said by Mr. Pascal, to present to you an overview about the next session of the Council, also some elements about the activities of the presidency, and of course also to answer your own question on any matter you would like to raise this afternoon. As far as the next session is concerned, it will be, as said, an intensive one for 5 weeks. It will be, illustrated by some high-level panels, which is according to the mandatory decisions taken by the Council on the question, particularly on strengthening the integration of gender parity, gender approach in the work of the Council. The question related also to the right of indigenous people, other issues also like education, child, will be discussed in some of these high-level panels. And also a panel, I would like to stress that, on the right of development. You know that, it is an important issue discussed within the Council, and we do hope that this panel could help the membership to advance in such an important issue. While it is also discussed thoroughly in New York in preparing the Summit of the Future and the outcome of this summit, the Pact of the Future. We will have, as usual, also interactive dialogues with mandate holders, working groups, with the High Commissioner himself. And by the way, the Council, of course, will hear from next Monday, the general report of the High Commissioner. I'm pretty sure he will give, a panorama about the situation of human rights worldwide. We will have also to deal, as usual, with the decisions, the resolutions, which have already been presented in their titles, at least during the organizational meeting, which took place on the 26th of August. And during this organizational meeting, it was clear, that many initiatives, even some new initiatives, have been presented, and that we will have important issue on country situations, on thematic situations to discuss again during this session. We will have also the responsibility to nominate some new mandate holders. I have already made my proposals to the membership concerning 2 of them, waiting that the process concerning 2 others be accomplished before precising my own choices to the Council, which then will have to decide on that. As far as the activities of the presidency, I am also very happy to share with you some of the highlights, where, as you may know, as I precise it during the past session, I met with you. Since the beginning, I have nominated 17 co-facilitators working on various tracks. The question of the review of the mandate of the Council is touched
is discussed, we know that it is upon the General Assembly to take a decision according to the resolutions, to the resolution adopted on this issue before 2026. But it seems to me, as President of the Council, and I am joined by numerous members of the Council, that Geneva has to discuss, because it is the workplace for human rights for United Nations, and it has, and particularly concerning the future of the Council itself, the membership here with all other stakeholders, civil society observers, are, in my view, completely competent to discuss this issue. The question of rationalization and efficiency of the Council, you know that we are confronting these past months and since a while huge difficulties, financial difficulties, the United Nations crossing a severe liquidity crisis. So it is a new argument for us to progress in our discussions in rationalization and efficiency of the Council. Other tracks are of utmost importance, the one of gender parity, gender equity. We will announce during this session the establishment of an advisory board on gender approach for the first time, with a very significant composition of leaders of international organizations, ambassadors, representatives of civil society, of course in partnership with the focal point dealing with this issue and UN Women. And we are in touch with the headquarters of UN Women in New York and also their office here in Geneva. And we will make this announcement hopefully before the end of this month. The question of accessibility, disabilities, also I hope that we will gesture it more better, in any way relatively better, by creating a platform and creating some progressing in norms, facilitating the accessibility in the work of the Council for persons with disabilities, and more widely taking care about this issue, which is of at the heart of human rights enjoyment. Likewise, the other tracks, just to nominate them, the question of in strengthening the UPR processes. You know that UPR is an exercise which is widely accepted and I mean positively assessed, but we still have to do more. I mean, to make the Council again more credible in its work, and the countries, members of the Council, and all the international committee satisfied with such exercise, this peer review exercise. The issues of giving more possibilities and more inclusivity for countries, less developed countries, I mean small island countries also. These are all issues of utmost importance for all of us, and we are, of course, trying to advance at the best. New technologies, as said by Mr. Pascal, question of artificial intelligence. You may have heard about this really, I mean, I would say without hesitating, unprecedented session we had yesterday as a presidential consultations and formal one, but a very significant gathering. I invited the leadership of the main international organizations involved in the governance of artificial intelligence worldwide. So we had the leaders of WIPO, of ITU, of UNESCO, also some leaders from the private sector, the vice president of Amazon, many academicians, but particularly what is also to underline is the intensive participation of the membership in such a dialogue, with the aim, you know, to have the balanced approach on opportunities offered by these technologies, but also to face challenges. I won't enter into detail. I am here, of course, to answer your questions, if any, on this matter. But what is, for me, in my current responsibilities, is essential, is that the Human Rights Council be at the heart of this governance, the global governance of artificial intelligence worldwide, because it is completely linked with the enjoyment of human rights.
We did the same, you may remember, last June on the question of the impact of climate change on food security and health security. So the presidency has presented these main thematics as major one and priorities for itself. And what I am very satisfied to tell you this afternoon, humbly and modestly, that we are advancing in such. It's not easy. It always, of course, the purpose of a lot of discussions, but the presidency have been met with enthusiastic participation by the membership and by other stakeholders whom I invited to join us in this exercise. These were the main elements, Mr. Pascal, dear attendants, I wanted to share with you as an introduction for our dialogue this afternoon, and then I give you back the floor, Mr. Pascal. Thank you, Ambassador Sneber. So let's go on what's on your mind. We're ready to take questions from the room. Nina Larsson from Agence France Presse. Yes. Thank you for taking my question. First of all, I was wondering if you could say a little bit more about the liquidity crisis that you mentioned and how that's impacting the various bodies and special rapporteur mandates, and how concerned you are about that. And also, I was wondering if you could say something, if there's anything planned. I know there's nothing specific on the agenda about Gaza or Israel this time, but for the October 7th anniversary within the Council. Thank you. Thank you very much, Madame, for your question. Could I answer in French while you are representing Agence France Presse? Très bien. Concernant la crise des liquidités, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez bien noté, les Nations Unies traversent globalement une crise de liquidité extrêmement sévère. On n'a pas les derniers chiffres, mais déjà au début de l'été, je pense qu'il manquait 60% du budget alloué aux Nations Unies au titre de 2024. En juillet, les Nations Unies n'avaient pas encore reçu 60% de leur budget. Et donc, automatiquement, ça a un impact sur toutes les activités de l'organisation. Pour ce qui concerne le Conseil des droits de l'homme, vous avez cité la question des procédures spéciales. Les dernières informations que j'ai obtenues font en sorte qu'il y a une sorte de situation en amélioration, puisque tous les mandataires ont été informés qu'ils pourront maintenant envisager de faire 2 visites par an, alors que ce n'était qu'une visite par an jusqu'à récemment. Donc c'est déjà, de mon point de vue, un progrès important. Pour ce qui concerne les activités du Conseil lui-même, nous avons demandé par exemple une extension de 2 jours de travail pour la session actuelle qui devait se conclure le 9. Ça n'a pas été facile, mais finalement on a reçu une information positive. C'est pour cela que les travaux vont se poursuivre jusqu'au 11. Et Dieu sait pourquoi, parce que tout simplement l'agenda est extrêmement intensif, comme on l'a dit auparavant. Il y a d'autres sujets en lien avec la question de la crise des liquidités. C'est en particulier l'utilisation, et nous y revenons pour encore une fois, de la participation à distance. Et ça, c'est maintenant un peu en dehors de, j'allais dire, malgré tous les efforts qui ont été faits, en particulier par la présidence, mais pas que, par tous les membres du Conseil. Vous vous rappelez, nous avons adopté même une résolution la session précédente sur ce sujet qui a été adoptée par consensus. C'est très important. Mais il s'avère que l'Assemblée générale, nous avons besoin d'un mandat de l'Assemblée générale. Et les discussions qui se sont nouées à New York n'ont pas encore abouti. Et encore une fois, selon les informations que j'ai reçues, elles n'aboutiront pas durant la session actuelle qui va se conclure la fin de cette semaine et que donc vont se poursuivre. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, ces discussions ne sont pas liées uniquement à des questions de liquidité financière, mais aussi à d'autres. Ça touche particulièrement aux procédures de l'Assemblée générale. Pour votre deuxième question, en tant que président, naturellement, je veille à ce que les débats du Conseil se poursuivent au mieux, à ce que les discussions, n'est-ce pas, se développent. Comme vous le savez, la question des territoires palestiniens occupés est à l'ordre du jour permanent du Conseil. Donc, probablement, elle sera discutée, bien sûr, au titre du point 7 de l'ordre du jour.
mais jusqu'à présent, je n'ai pas connaissance d'une quelconque demande qui sortirait de ce cadre, dans le cadre de ce qui est prévu pour le Conseil. Cela peut évoluer, mais voilà, donc la situation en est là. Voilà. Merci. Juste avant de prendre une autre question dans la salle, Monsieur Jamie Keaton de l'agence AP voulait savoir quel était le message que vous comptiez délivrer au sujet de la crise de liquidité lorsque vous serez à l'Assemblée générale le mois prochain à New York. Le message, en fait, j'ai déjà présenté un certain nombre, de pistes de réflexion pour d'abord avoir une décision spécifique pour le Conseil. Pourquoi pour le Conseil? Parce que bon, ça relève ce sont mes responsabilités. Elles s'arrêtent là, mais elles sont les miennes. Et après avoir discuté, j'ai rencontré tous les responsables à New York, au niveau du secrétariat général, au plus haut niveau, y compris monsieur le secrétaire général adjoint chargé de la gestion. J'ai rencontré les présidents des commissions concernées et j'avais fait une proposition au printemps dernier, en avril dernier, que l'Assemblée générale au moins puisse prendre une décision spécifique pour le Conseil. Étant donné la nature de la composition du Conseil, ça concerne bien sûr la société civile, étant donné la facilitation du travail des procédures spéciales, étant donné le fait que on a utilisé ces moyens pendant 2 ans sans difficulté aucune. Je n'ai pas à ma connaissance de plainte qui s'est produite sur le fait d'utiliser le travail à distance, donc le format hybride. C'est ce que j'ai proposé à New York. Le choix qui a été opéré par le groupe de co-sponsors qui travaille sur la résolution à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, qui a été donc présentée à l'Assemblée générale, était un autre. Il voulait que cette décision soit, c'est toujours le cas, soit une décision d'aspect général, et pour que cette possibilité soit offerte à toutes les activités de tous les organes qui travaillent sous le chapeau de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, moi-même, je continue naturellement à plaider fortement pour cela. Je comprends complètement les soucis de ceux qui sont empêchés de travailler au mieux au niveau du Conseil, étant privés de cet outil important. Dernière question de suivi de Jamie. Est-ce qu'on peut dire que l'examen, le suivi des questions pressantes en matière de droits humains souffre de cette crise de liquidité, à votre avis? Je pense que, n'est-ce pas, Madame la représentante de l'agence France Presse a fait allusion aux procédures spéciales. Là, c'est très clair. On a, y compris pour les organes de traité, y compris pour un certain nombre d'autres organes qui travaillent pour le Conseil, dont les travaux, par exemple, ont été reportés ou même ajournés. Vous vous rappelez que j'avais proposé la session dernière au Conseil à prendre une décision. Il y avait 17 activités du Conseil qui ont été reportées. Donc on ne peut que dire qu'effectivement, les activités souffrent de ce manque de liquidité. Cela va-t-il jusqu'à faire en sorte que nous ne remplissions pas notre devoir en matière d'observation du respect des droits de l'homme, de promotion? Je n'en suis pas très sûr, parce qu'en tout cas, ce volet-là, croyez-le bien, a pris un temps considérable dans les efforts de la présidence, qui veille bien sûr à ce que aussi, avec le Haut Commissariat bien sûr, à ce que tout ce qui est prévu dans nos agendas soit pourvu au mieux. Voilà. Catherine Fiancan-Bokonga, France 24. Excellence, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est une question complémentaire. C'est que les sessions du Conseil sont de plus en plus longues. 5 semaines, 6 semaines. Quel est votre avis sur la question? Est-ce que vous pensez qu'une réorganisation est nécessaire? Et également, je regarde ça du point de vue de la presse, le fait que les sessions soient de plus en plus longues, la couverture est de plus en plus légère, puisque on a moins l'occasion de couvrir avec force les événements, puisqu'ils durent pratiquement toute l'année.
Quelle est votre opinion sur la question? Est-ce que c'est une question qui a été discutée et est-ce que vous avez une proposition à soumettre? Merci. Et c'est une question essentielle. Oui, elle est discutée, bien sûr. J'allais dire de fond en comble, dans la substance. J'ai nommé deux co-facilitateurs sur le sujet de l'efficacité et de la rationalisation des travaux du Conseil. Ils ont déjà présenté un premier rapport avec des recommandations sur ce sujet qui a fait l'objet de consultations la semaine dernière avec tous les membres du Conseil. Non, c'était oui, c'était la semaine. Voilà, avec tous les membres du Conseil. Et déjà, ces consultations montrent qu'il y a une certaine, j'allais dire, je ne vais pas dire acceptation, mais en tout cas ouverture. Alors, ces recommandations, il s'agit par exemple d'amalgamer un certain nombre de mandats, d'échelonner la répétition des résolutions, de faire en sorte que les délégations respectent peu ou prou le calendrier des thématiques qui sont présentées dans le cadre du programme du travail du Conseil. Comme vous le savez, qu'il y a un calendrier triennal. Donc, tout cela, c'est faire en sorte pour ne pas avoir, si vous voulez, cet amalgame entre les décisions, parce qu'en fait, c'est ça la vie. Pourquoi est-ce qu'on travaille beaucoup plus? Parce que la 57e session, nous avons déjà 32 projets de résolution qui ont été annoncés. Et souvent, ces projets de résolution comportent en eux-mêmes la création de mandats, ou bien la demande de production de rapports, ou bien la mise en place de panels, ou bien la mise en place de groupes de travail. Tout cela s'amoncelle et donne, si vous voulez, devient assez lourd pour tout le monde, pour les secrétariats, pour les membres du Conseil, et comme vous l'avez bien souligné, y compris pour vous-même, n'est-ce pas, pour la presse qui suit les travaux du Conseil. Donc nous sommes dans ce sens, nous allons dans ce sens avec les co-facilitateurs. J'espère qu'en tant que présidence, je pourrai faire endosser certaines de ces propositions avant la fin de l'année par tous les membres du Conseil, parce qu'il y a une prise de conscience. Nous travaillons sur ce sujet-là, ce n'est pas la présidence marocaine qui l'a inscrite dans les travaux, bien avant, bien sûr. Nous travaillons sur ces sujets-là, et pour moi, c'est une question fondamentale. Voilà. Aussi, pour tout ce qui concerne, si vous voulez, l'extension du temps, c'est à prendre en considération fondamentalement parce que tout le monde n'a pas les délégations composées de suffisamment de diplomates, de suffisamment d'experts, n'est-ce pas? Il y a de petites délégations comme de moyennes délégations, et parfois même de grandes délégations, étant donné le spectre d'activité que nous avons ici à Genève. Donc oui, votre question est tout à fait pertinente et nous espérons, et je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau du Conseil sur ce sujet-là, que nous pourrions obtenir des résultats. Peut-être pas tous les résultats cette année, c'est un travail progressif, mais si nous pouvons déjà cette année ouvrir la porte à des décisions précises sur ce sujet-là, ça serait important. Yuri après Lev, Ria Novosti et après Christiane. Bonjour Monsieur l'Ambassadeur. Ma première question fait suite à une question que j'ai entendue ce matin sur qu'est-ce que planifie le Conseil pour le 7 octobre. Est-ce que vous savez si un événement est prévu, une minute de silence ou quoi que ce soit? Et ma deuxième question, c'est de manière plus générale, notamment en parlant avec d'autres diplomates qui partagent cet avis. Cette année, on a assisté à la prise de contrôle d'un bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme au Yémen. Il y a eu un record d'employés de l'ONU tués à Gaza et en règle générale dans le monde. Pareil pour les travailleurs humanitaires. On sait que le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, c'est un peu le bras autoritaire du Conseil des droits de l'homme, celui qui essaye de faire appliquer les résolutions, notamment pour les mandats et les procédures spéciales. Est-ce que vous constatez aussi une perte d'autorité du Haut-Commissariat, d'un moindre respect du Haut-Commissariat dans le monde et de l'ONU en règle générale ces dernières années? Et est-ce que ça vous inquiète pour la suite de ce que le Conseil pourra faire de manière concrète sur le terrain? D'abord, sur la question de fond et de principe, en tant que président du Conseil des droits de l'homme, et selon les normes, bien sûr, et les principes des Nations Unies, je ne peux que dénoncer avec la plus grande vigueur
l'atteinte aux personnes travaillant pour les Nations Unies, où qu'ils soient. Vous avez cité certains cas, et cela, bien sûr, est à déplorer profondément. Et en tant que président du Conseil, bien sûr, j'ai suivi tous ces aspects-là, et je le dis avec force, cela n'est pas acceptable. Le personnel des Nations Unies au service de toute la communauté internationale, au service des principes nobles des Nations Unies, et ne doit en aucun cas être inquiété dans ses activités. Par rapport à ce qui pourrait être prévu pour le 7 octobre, ça appartiendra aux États membres, naturellement. Je ne sais pas, je n'ai pas encore d'informations quelconques sur ce sujet. Mon rôle de président est que, quelles que soient les propositions qui pourraient être faites, c'est qu'elles aillent dans le sens de l'apaisement. Ce ne sont pas des paroles diplomatiques, mais ce sont des paroles de responsables, qu'elles aillent dans le sens que, d'abord, de la dignité par rapport aux souffrances qui ont été infligées de part et d'autre, par rapport à la nécessité, nous l'espérons tous, de sortir de ce drame le plus vite possible. Et le Conseil des droits de l'homme est là, bien sûr, pour veiller aux droits des victimes, aux droits des personnes qui sont affectées par ce conflit. Le plus nous pourrions faire au niveau du Conseil des droits de l'homme, c'est d'abord de faire en sorte que l'aide humanitaire puisse être acheminée pour les populations en souffrance. Le plus que nous pourrions faire, c'est aussi d'avoir une position, et c'est mon rôle en tant que président du Conseil des droits de l'homme, équilibrée, responsable, prenant en considération le fait que les droits de l'homme, d'abord et avant tout, les droits de l'homme. C'est ça ma responsabilité. Maintenant, si les États membres décident d'aller dans un sens ou dans l'autre, il leur appartiendra de le faire. Et toute mesure qu'ils considéreront comme étant légitime, ils pourront la présenter. Et nous avons nos procédures, nous avons nos règles. Elles seront, je veillerai à ce qu'elles soient appliquées de la façon la plus précise qui soit, mais aussi de la façon la mieux, j'allais dire, apaisante. Christian Ulrich, DPA, German News Agency, and then Paula. Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur. J'ai deux questions. Une de clarification sur la crise de liquidity crisis. Can you explain to us how remote participation is going to help in the liquidity crisis? Or maybe I misunderstood when you made that link. And the other question is, what exactly is the advisory board on gender approach? Is this about gender within the council, or is this looking beyond the council? Maybe you can explain a little bit. Thank you. Certainly, dear Madam. When it comes to the question of the remote participation and the crisis of liquidity, I mean, the management of the United Nations in charge in New York to provide liquidities for such activities, need a decision by the General Assembly, a mandate by the General Assembly. There is this liquidity crisis, of course, but even, and this is important to draw your attention on, if the money is there, we need this mandate of the General Assembly, because it has been decided to use it provisionally during the COVID crisis. Now it's a matter of making it on a permanent basis. And for such purpose, we need this decision of the General Assembly according to the rules and the legal rules which are applicable for the work of the General Assembly and its subsidiary bodies like the Human Rights Council. So this is the discussion going on now in New York. So this is the first aspect, your first question. You need to go more on this question? Yeah, sorry, I didn't quite understand. So you are saying you need more money to make remote participation possible? Or is remote participation reducing cost? No. Remote participation is not. I am not a technician. In my view, it needs costs. It needs, of course, but at the same time, no, it needs costs. It needs costs, but we need a decision to be taken by the membership, all the membership of the United Nations, because the money provided
to the Secretariat here in New York or to the Human Rights Council come from New York. And there are, special committees which takes decision concerning these issues. The Fifth Committee particularly, but also the Secretariat in their management. They have the necessity to be backed by a decision by the General Assembly, because it is something touching the rules of the United Nations as such. So this decision is to be taken in New York, and it is still under discussion, as I said. For your second question, yes, the idea of establishing this advisory body under the responsibility of the President of the Council, came to make the best coordination possible between the Council itself, but also all the ecosystem of international organization in Geneva, to make, to share the best practices, enhancing the gender approach, to consult on which way we have to work to make the parity a full reality as soon as possible, the parity in the hierarchies of the international organization, in the leadership, in the decision making, at all levels. This is one of the main objectives of this advisory board. Why are we trying to launch it? And we will do it, of course, as I announced it, this month in September. There is a parallel exercise going on in New York. But it is. We will create this one here in Geneva, to try to also strengthen the coordination between New York and Geneva on such issues. And as I said, our main partner is the UN Women. And I visited, by the way, the Executive Secretary of UN Women in New York. I am in touch with them here. So we are proposing that such advisory body be a flexible instrument without bureaucracy, but can be a force of proposition, a force of suggestion, and with the analysis, and to be backed by experts and also by the Secretariat of the Office of the High Commissioner, and all those who, and its composition is plural, is diverse. We will have, as I said, the leadership of the international organization, some important figures of the ambassadors strongly involved in the question of gender approach here in Geneva, representative of civil society, of intergovernmental organizations, all in all about 20 eminent personality, who will help the President of the Human Rights Council in its endeavor also to strengthen the inclusion of gender approach within the Council, within the management, but also within the activities. As a main subject, of course, as we observe the situation in the world, we are far from, having this gender parity, gender equity. What is important is that the Human Rights Council be at the forefront of such efforts. And this is why, as President, I am favoring this initiative, and I am, of course, supervising it, and I am completely involved in it. It will be, hopefully, an important instrument for the Geneva ecosystem, but also an exemplary instrument. This is also the main purpose of the rest of the activities of multilateralism, and more widely, why not to be, as I said, a suggestive force for all stakeholders, among which countries who can learn, who can draw, elements to be applied in their own countries for this fundamental right. You have a follow-up question? Yeah. Sorry, very quick one. When you say gender, is this about women's rights, or is it about women's rights and LGBTQ? Because that has been a contentious issue in the Human Rights Council, right?
Thank you for this precision. It's about women's rights. When we say gender parity, I mean it's about women's rights. The other issues, of course, they are also, discussed within the council. But for us, it's about women's rights. It's about equal rights between, women and men. Paula Dupras, Dobias, Geneva Solution. Thank you. Thank you. So I just wanted to ask you a little more. You had mentioned that you would be reporting to the UN General Assembly on your annual report, and that you said that in hope that this would contribute to the Summit of the Future. Can you detail a little bit how this will contribute to the Summit of the Future, especially at a time when I think a lot of people are asking the question of how effective the Council actually is? No, I need to, of course, make a clarification. The Summit of the Future will take place on, as you know, of course, 22nd and 23rd of September. My presentation of the report to General Assembly will be at the end of October. What did I do for the Summit of the Future? I organized these presidential discussions on the question on the trilogy, climate change, food security, and health security. And I was, of course, before in full touch with the President of the General Assembly, who visited us here in February. I visited him in April in New York. I gathered with his teams. We have been visited by the co-facilitators of the summit. They came here to Geneva for consulting not only the President of the Council, but the wide range of those involved in the preparation of this summit. After this presidential discussion, which took place last June, I shared with the President of the General Assembly its outcome from my own point of view, making proposals, written proposals to be embodied in the Declaration of the Future, upon my own responsibility as President of the Council. I did the same for the one concerning artificial intelligence. As I told you, the co-facilitators presented a very important report mid-July, precisely the 16th of July. I shared this again with the President of the General Assembly, with the Undersecretary General in charge of preparing the Digital Compact. You know that it is a main issue also, hopefully to be, successfully achieved within the Summit of the Future in few time. So the Human Rights Council, through its president, already, came with some proposals, concrete proposals, ideas, and I do hope that these proposals and these ideas, and according to, from what I know, some of them are already embodied in the ongoing text, still under negotiations in New York. So we did it. So this is, of course, and that was an important issue I had to deal with, and I do hope, particularly, that the question like this, it goes without saying. Climate change, and I'm pretty sure for the future generation, the use of new technologies, all these issues will be, very seriously, deeply included in the Declaration of the Future, with what is very important, a clear engagement from all by consensus, but also a clear engagement from all to work more hard on these issues, as it has been demonstrated during our discussion yesterday on the question of artificial intelligence. Follow-up question, Paul. So would you say that it's really the issue of tech governance that is perhaps, d'une valeur ajoutée, to everything else that the Secretary General has already presented in terms of, the agenda going forward? Dear Madam, answering your question, at least we will have present the Geneva perspective. This is our mandate. We cannot jump on what is discussed by the membership in New York, but Geneva perspective is important.
As I told you, we have here, for example, the main international organization working on some specific issues on this question of new technologies. And the Council by itself had dealt with these issues even before. We have some resolutions on the question of new technologies, their impact on the enjoyment of human rights. So I think it was important. And when the Secretary General came here, you may remember at the opening of session of February, we spoke about that. He himself insisted on that. I visited him also. I spoke with him on that. And of course, it is up to the member states, to the governments to decide. But I know how much, and he's more than strongly engaged, so that the credibility of the organization be maintained, and by meeting her duties and her responsibilities toward the next generations. Thank you, Ambassador. Do we have more questions from the room? Any questions from journalists participating online? Okay, Ambassador, is there anything else you would like to say before we close this press conference? Thank you very much. I thank you very much for the interest you are deserving to the Human Rights Council, to the activities of the Human Rights Council. As President, what I can say is that I do consider that is a major tool of at the hand of the International Committee should be always, supported in its activities, in its endeavors. We are crossing some difficult times, it goes without saying, on all fronts, but nevertheless, we have many things which can unite us. And when I say it, I'm convinced on it, particularly the issues I just referred to, some thematic issues, and also when dealing even with difficult issues, the door of the dialogue should be always maintained. And allow me to say that, your role of the journalist is fundamental, because the Human Rights Council is observed worldwide. You may know that its activities sometimes are followed by, online by more than 2-3 million attendance sometimes. So it is important, and the subjects which are dealt with always are fundamental. And the media also echoing that, and facing also the responsibility of giving the just information, the just facts is fundamental, and it is very helpful for our activities. I thank you so much, and wish you a nice end of the afternoon. Thank you, Ambassador Niebuhr, and thank you all. Just to remind you that on Friday morning at 9:15, you will hear from this room from the experts of the fact-finding mission for the Sudan, who will present their first report to the Human Rights Council next week. So we'll see you on Monday in room 20. Thank you.